Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans un nouveau Parlons en live. Nous sommes en direct sur Facebook, Twitter et YouTube. Tous les mois, nous abordons des sujets de santé avec nos professionnels. Ce soir, nous allons aborder le mois sans tabac, sous l'angle tabac et addiction. Et pour en parler, je suis avec le docteur Mylène Gilbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tabacologue au CHU de Poitiers. Et à ses côtés, nous retrouvons Céline Janssen. Bonsoir. Vous êtes médecin addictologue au centre hospitalier Henri Laborie. Tout à fait. À ses côtés, sachez que tout au long de ce live, vous pouvez poser vos questions à nos deux invités. Pour commencer, on va parler donc addiction et qu'est-ce qu'une addiction ? Alors, le terme d'addiction, il a beaucoup évolué ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait tendance à peu différencier les produits, à parler d'alcoolodépendance, de dépendance à l'héroïne. Plus récemment, il y a eu une approche catégorielle qui différenciait en fait les différents usages, donc qui allait du non-usage à l'usage simple, l'usage à risque, l'usage nocif avec abus et à la dépendance. Là, depuis on va dire à peu près 5 ans, on parle de troubles liés à l'usage de produits, donc que ce soit tabac ou autres substances psychoactives. Donc dans cette nouvelle classification, en fait, on retrouve un élément principal, c'est la perte de contrôle. En fait, dans les consommations, c'est vraiment un élément important dans les addictions. Donc perte de contrôle des consommations, donc qui veut dire que la substance elle est consommée sur une période plus longue que prévu et en quantité plus importante. Il y a des efforts infructueux aussi pour contrôler la consommation de cette substance. Il y a aussi le phénomène de tolérance qui existe. Donc les effets peuvent être diminués en consommant la même quantité ou en quantité identique, les effets sont diminués. Après, il y a le phénomène de craving, qui est vraiment une envie irrépressible de consommer. C'est quelque chose qui est difficilement contrôlable, souvent ce que les gens disent. Et il y a aussi le sevrage, avec un sevrage des symptômes, en tout cas, qui diffère d'une substance à l'autre. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve dans une addiction. D'accord. Et alors, comment devient-on dépendant au tabac ? Alors, ce qui rend dépendant dans le tabac, c'est la nicotine. La nicotine, par voie inhalée, elle passe dans la circulation sanguine et elle se fixe sur les récepteurs cérébraux très rapidement, en 7 à 10 secondes. Donc, c'est vraiment un shoot de nicotine qu'absorbe le fumeur.
Et en fait, la nicotine, en se fixant sur ces récepteurs, va libérer de la dopamine, va stimuler les voies des systèmes de récompense, en fait, et notamment de la dopamine qui est l'augmente du plaisir. Sauf que chez le fumeur régulier, ce système, il est beaucoup stimulé. Donc les récepteurs, ils ont tendance à se désensibiliser. Et donc c'est ce qu'on observe, c'est le phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'il faut une quantité plus importante de nicotine pour avoir cette libération d'hormones, en fait. Et c'est, la nicotine, c'est la seule raison qui amène les personnes à être dépendantes? Oui, c'est principalement la nicotine qui crée la dépendance au tabac. D'accord. Alors on parle de dépendance physique, de dépendance mentale. Est-ce que ce sont les mêmes mécanismes d'action? Alors la nicotine, c'est ce qui crée la dépendance physique. Après, il y a plein d'autres aspects qui sont importants dans le fait de fumer. Il y a l'aspect psychologique. Certaines personnes fument parce qu'elles se sentent anxieuses ou déprimées. Donc il y a cet effet psychique qui est recherché. Et après, il y a tout ce qui est comportemental. Le fait de fumer une cigarette à un moment particulier de la journée, sur une pause au travail ou avec des amis. Et il y a l'aspect aussi identitaire, le fait de fumer pas seul, mais en présence d'amis ou de la famille. Et dans le cas du fumeur, est-ce qu'il y a une partie du cerveau plus qu'une autre qui est touchée Alors les systèmes de récompense donc, qui produisent en fait l'hormone du plaisir, ils se situent à plusieurs niveaux au niveau du cerveau. Donc des parties antérieures du cerveau qui contrôlent un petit peu les comportements, mais il y a aussi des zones un peu plus internes qui contrôlent les émotions, la mémoire également. Et on parle, parmi les dispositifs qui permettent de se sevrer du tabagisme, on parle beaucoup du vapotage. Est-ce que le vapotage peut être une autre forme d'addiction? Alors, s'il y a de la nicotine dans les liquides, comme certains, oui. On peut développer effectivement une dépendance à la vapoteuse, sachant que souvent c'est un outil qu'on utilise pour arrêter le tabac. Donc c'est qu'on a déjà fumé en général pendant quelques années et on veut s'en débarrasser. Après, l'initiation d'une dépendance avec la vapoteuse, c'est plus rare, sachant que plus on commence tôt, plus on fume tôt, plus on a de risque de développer une dépendance. Voilà, c'est quand même moins fréquent avec la vapoteuse. Après, il y a tout l'aspect comportemental qui est aussi important. Et utiliser une vapote, c'est très efficace. Est-ce que ça a démontré une efficacité sur le long terme? Les gens arrêtent plus facilement de fumer avec ce genre d'outils? Oui, il y a des études qui montrent qu'effectivement c'est plutôt efficace. Il y a des études qui montrent récemment que c'est même parfois plus efficace que les substituts nicotiniques, même si ça reste pas, c'est pas le traitement de référence. Ce qui reste le traitement de référence, c'est les substituts nicotiniques. Donc c'est un outil intéressant. Oui, c'est un outil qui fonctionne pour remplacer la cigarette en fait, la cigarette fumée. Ouais. Et il y a d'autres dispositifs, vous voyez, des patchs qui peuvent être en complémentarité de la vapote, ou c'est l'un ou l'autre? Comment ça se passe? Alors tout dépend, c'est vrai qu'en général les patchs, les substituts nicotiniques, on les utilise plutôt seuls dans une démarche d'arrêt du tabac ou de diminution de consommation. Ça peut aussi s'utiliser selon les cas de figure, c'est-à-dire c'est vrai que si les gens veulent utiliser la vapoteuse en appoint pour gérer les envies de fumer en plus du patch, ça peut tout à fait être un bon outil en fait. Donc c'est en fonction des personnes. Ce qui compte, c'est de ne plus fumer en fait. Oui. Et c'est l'association aussi de plusieurs outils, que ce soit patch plus forme orale ou patch plus vapoteuse. C'est le fait d'associer des outils qui fonctionnent le mieux en fait. Et est-ce qu'il y a d'autres, on pense à l'hypnose par exemple, est-ce que l'hypnose à elle seule pourrait suffire à sevrer quelqu'un d'une dépendance au tabac? Alors ça c'est toujours un peu controversé, c'est difficile de répondre à cette question. C'est des méthodes qui peuvent fonctionner pour certains, qui ne fonctionneront pas pour d'autres. Ça dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait
la démarche et puis de chacun. Donc c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question. En tout cas, l'hypnose, c'est pas une méthode qui est validée dans les techniques, dans les traitements d'arrêt du tabac, mais ça peut tout à fait être un outil quand même. Et est-ce que le tabagisme passif peut amener une personne à devenir fumeuse ? Alors en fait, le tabagisme passif, ça va surtout exposer la personne non fumeuse mais qui est exposée à la fumée aux toxiques en fait de la fumée du tabac, le monoxyde de carbone notamment, les substances cancérigènes. Mais il n'y a pas une absorption de nicotine qui va générer une dépendance ou une addiction. Par contre, ça peut être l'image que le fumeur renvoie ou sur des enfants, ou ça peut être un modèle pour le futur. Donc c'est vrai que le tabagisme en soi, quand on voit dans les films, dans les pubs, etc., ça peut influencer certaines personnes à rentrer dans le tabagisme ou à maintenir leur tabagisme ou à refumer pour ceux qui ont arrêté. Donc c'est en ce sens que ça peut influencer les futurs fumeurs, quoi. Et est-ce que le tabagisme passif peut-il être aussi dangereux que le tabagisme actif ? Alors c'est dangereux, ça expose vraiment à un risque de maladies respiratoires, de maladies cardiovasculaires et de cancer en fait. C'est pas un risque qui est aussi important que la personne fumeuse elle-même, mais il y a une exposition importante malgré tout aux toxiques, notamment chez les enfants ou chez les gens qui sont exposés au long cours, en fait, qui travaillent dans des zones où c'est enfumé. Il y a vraiment un risque prouvé sur la santé. Ouais. Et est-ce que la cigarette que l'on va fumer de temps en temps, la cigarette de soirée, est-ce qu'elle est aussi dangereuse que la cigarette qu'on va fumer régulièrement tous les jours ? Alors en fait, tout dépend de quoi on parle. La cigarette, il y a un effet dès la première cigarette. Par exemple au niveau des voies respiratoires, au niveau de la muqueuse en fait, des voies respiratoires par exemple, ou au niveau cardiovasculaire, il y a un effet immédiat dès la première cigarette. Maintenant, tout dépend de la fréquence et de l'importance de la consommation sur le moment. Les risques pour la santé, au niveau cardiovasculaire et cancérigène notamment, c'est surtout sur la durée en fait, de la consommation, plus que sur la quantité par jour. Donc c'est vrai que si on fume occasionnellement, mais 2 ou 3 fois par semaine pendant 50 ans, il y a un risque sur la santé. L'idéal est de ne jamais fumer ou d'arrêter. Et alors justement, est-ce qu'il y a une période meilleure qu'une autre pour décider d'arrêter ou c'est complètement selon la volonté, selon le moment, il n'y en a pas vraiment ? Alors ce qu'on conseille, c'est effectivement d'arrêter le plus tôt possible parce que voilà, c'est le facteur de risque le plus important, c'est vraiment la durée d'exposition. Après, c'est vraiment quand la personne, elle se sent prête, quand elle pense que c'est le plus facilement réalisable dans sa vie. Après, il n'y a pas de bon moment. Alors, c'est vrai qu'il y a le mois sans tabac quand même, où on dit que quand on a réussi à arrêter de fumer pendant 30 jours, on multiplie quand même les chances de succès ensuite. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, cette décision d'arrêter de fumer. Et parmi tous les patients que vous voyez et qui vous consultent, est-ce que vous arrivez à déterminer ce facteur, ce déclic qui intervient en disant c'est bon, j'arrête, qu'est-ce qui les motive en fin de compte ? Les motivations, elles sont très personnelles. Donc en fait, les gens, quand ils viennent nous voir, ils ont en général leur propre motivation qui les pousse à faire la démarche de venir nous voir. Donc ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d'argent, parce que ça coûte cher de fumer. Ça peut être aussi pour la famille, pour ses proches. Il peut y avoir aussi des motivations de se sentir un peu lasse, en avoir marre de cette dépendance, de traîner un peu ce boulet qui est la cigarette, devoir aller au bureau de tabac pour se réapprovisionner, etc. Et chacun a ses raisons. Il y a plein de bonnes raisons pour arrêter de fumer. Donc, oui.
tu veux en dire un mot? Oui. Le déclic est très personnel au final. Oui. Après, chaque personne doit passer par des stades en fait pour effectuer un changement dans sa vie, et c'est le cas pour les consommations. Donc on rencontre des fois des personnes qui ne sont pas du tout prêtes parce qu'elles n'ont pas identifié non plus de conséquences notamment négatives de la consommation sur leur santé ou voilà, sur leur vie en général. Et après, dans les stades de changement, la personne va passer du coup à la prise de conscience, à la réflexion dans l'idée de modifier sa consommation, et après va passer à la phase d'action et à la phase de maintien, avec parfois des rechutes et des reprises de consommation. Voilà, donc c'est tout un cycle en fait dans vraiment la décision de changer sa consommation. Alors on a des questions qui arrivent. Oui. Une personne demande pourquoi on n'essaye pas la sophrologie. Alors après, ça fait partie, comme l'hypnose, je pense, des outils qui peuvent être intéressants, bon, qui ne sont pas forcément validés non plus dans l'arrêt du tabac. Dans le syndrome de sevrage tabagique, il y a souvent une irritabilité, une anxiété, et c'est vrai, travailler sur la sophrologie, de la relaxation, c'est quelque chose qui peut aider en complément effectivement des autres traitements de sevrage. Donc ça peut être un outil intéressant aussi. Après, tout le monde n'est pas réceptif à ce type de... Oui, comme pour l'hypnose. Oui, voilà, chacun... C'est vrai que la sophrologie, ça peut être aussi une façon de gérer les envies de fumer, de se détendre. Donc c'est en plus des outils qui sont validés, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être un bon outil pour certains. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais cette personne a essayé d'arrêter. Ce n'est pas facile. J'ai eu des changements d'humeur et des difficultés de concentration. Alors, je parlais du syndrome de sevrage. Effectivement, c'est des signes de sevrage qui sont assez classiques et habituels quand on arrête de fumer. En général, ils durent de quelques semaines à quelques mois. Donc il peut y avoir de l'irritabilité, des insomnies, des difficultés de concentration, effectivement, des envies de fumer importantes. Et ces signes-là, ils sont largement réduits avec l'utilisation des substituts nicotiniques, donc que ce soit des patchs ou des gommes. Bien dosés. Et est-ce qu'il arrive parfois que les substituts ne fonctionnent pas sur une personne et comment elle peut faire dans ces cas-là? Alors en fait, il y a plusieurs causes. Donc oui, ça arrive que ça ne fonctionne pas. Donc après, il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça peut être effectivement un problème de dosage. C'est-à-dire que si le produit n'est pas au bon dosage et en dosage insuffisant, on a malgré tout des syndromes de sevrage et on peut se retrouver en difficulté et mettre en échec le traitement. Alors c'est important de bien réévaluer le dosage quand on a des traitements qui ont été prescrits, de revoir rapidement la dose. Ça peut être aussi des envies qui sont liées aux habitudes, au contexte psychologique, à certaines... Donc il faut essayer d'analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné et reprendre un petit peu les choses, mais ça fait partie un peu du processus en fait. Les fumeurs, la plupart des fumeurs qui arrêtent de fumer, ils échouent plusieurs fois avant d'y arriver. Ça fait un petit peu partie du processus. Il y en a qui arrivent à arrêter dès la première fois, mais ça arrive souvent qu'il y ait des échecs, mais ça fait partie en fait de l'arrêt. Et puis ce qui est important, c'est de se faire aider, de pas abandonner, et on finit toujours par y arriver. Un échec, c'est pas forcément inéluctable, il y a tout. Voilà, c'est ça. On dit souvent qu'il n'y a pas d'échec en fait, c'est des essais. C'est des essais plus que des échecs. Ou parfois un peu moins. Mais c'est toujours une période sans tabac, c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre pour la personne. Alors pour inciter les fumeurs à essayer d'arrêter, quels sont les premiers effets de l'arrêt du tabac sur l'organisme? Les premiers effets visibles? Ça peut se ressentir assez rapidement au niveau cardiaque et vasculaire. Il va y avoir le rythme cardiaque qui va baisser, la tension artérielle qui va baisser assez rapidement dans les jours qui viennent. Et puis on se sent rapidement mieux aussi physiquement, moins de fatigue, un meilleur souffle dans la semaine. Rapidement, il va y avoir aussi le goût et les odeurs qui vont revenir. Ça va être dans les
2-3 semaines de l'arrêt. Donc ça, c'est des petits symptômes qui vont s'améliorer rapidement et qui sont encourageants quand on arrête de fumer. Voilà, bon, après tout dépend. Il y a aussi les économies qui se ressentent rapidement. Oui. Et à long terme, c'est des risques de maladies Donc, alors, au niveau des risques de maladies, c'est plus long dans le temps. Au niveau cardiovasculaire, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Au niveau des risques de cancer, c'est aussi plusieurs années. Il faut au moins 5 à 10 ans d'arrêt pour vraiment réduire de façon importante les risques. Tout dépend aussi de l'âge auquel on arrête de fumer, en fait. Donc, le plus tôt est le mieux. Oui. Mais c'est jamais trop tard. Et alors, quelle est la prise en charge de quelqu'un qui veut vous appeler, qui veut se faire aider? Comment est-ce que cette personne doit s'y prendre? Quelqu'un qui nous écoute ce soir et voilà, je suis décidée, je veux commencer le mois sans tabac. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il y a plein de professionnels, effectivement, qui peuvent voir les personnes, en tout cas prendre en consultation des personnes qui veulent arrêter de fumer. Donc, il faut évaluer déjà leur dépendance, savoir s'ils ont une dépendance à la nicotine qui est importante ou pas. Voilà. Le principal traitement, c'est les substituts nicotiniques. Donc, en fonction de la dépendance, si elle est faible, modérée ou élevée, le dosage va aussi être différent d'une personne à l'autre. Et puis après, ce qui va être important, c'est d'accompagner la personne, de la valoriser dans ses changements, de la soutenir. Et puis après, si la personne n'est pas forcément formée non plus pour le suivi, orienter vers des dispositifs, des consultations spécialisées également. Donc au CHU et aussi au centre hospitalier Henri Laborie. Oui. Les personnes peuvent se diriger vers ces deux structures. Alors il existe aussi le XAPA et l'équipe ELSA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est leur fonctionnement? Oui, alors sur le centre hospitalier Henri Laborie, on a une filière addictologique donc, qui comprend le XAPA, donc Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, où il y a des médecins, des infirmiers qui sont formés en tabacologie, donc qui peuvent tout à fait assurer des consultations de ce type. Après, il y a l'équipe de liaison et de soins en addictologie qui intervient pour les personnes qui sont hospitalisées, donc soit sur le CHU, et ses différentes vingtaines dans le département et également sur le CH Laborie. Et puis après, il y a une unité intra-hospitalière qui assure des sevrages, alors plutôt d'autres produits que le tabac. On est rarement hospitalisé pour se sevrer du tabac, auquel est rattaché un hôpital de jour, vraiment par rapport à la filière. Donc l'équipe de liaison vient un petit peu voir effectivement les gens qui se questionnent sur leur consommation de tabac, qui sont hospitalisés d'ailleurs, pas forcément en lien avec ces consommations, mais en tout cas, voilà, qui expriment un désir de changement. Et puis après, des consultations programmées qui peuvent être possibles sur le XAPA. D'accord. Et au CHU, donc il y a l'unité de tabacologie, donc c'est de la prise de rendez-vous. Ouais, ce sont des consultations externes en fait pour le grand public, enfin tout public qui souhaite arrêter de fumer. Donc voilà, c'est la tabacologie, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge les autres addictions. Donc on oriente effectivement vers le XAPA quand il y a d'autres problématiques qui sont à prendre en charge. Alors on a quelques questions qui arrivent encore. Comment lutter contre l'automatisme? Alors, l'automatisme. C'est-à-dire, alors, quand j'entends automatisme, c'est peut-être le rituel dans le fait de fumer. Ouais. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens qui sont très dépendants à la nicotine vont avoir tendance à fumer parce que pour se sentir moins mal ou être mieux, parce qu'ils sont en manque de nicotine, par exemple, le matin quand ils se lèvent. Et après, il y a tout ce qui est habitude, comportement, avoir envie d'une cigarette, par exemple, après un repas, après un café, qui sont peut-être un peu moins pour soulager des signes de manque, mais encore peut-être par plaisir ou par habitude. C'est vrai que pour essayer de changer ces automatismes, c'est changer des habitudes, en fait.
Donc, c'est déjà plus facile de lutter contre ces automatismes si on traite la part de dépendance physique, le manque de nicotine. Si on évite ce manque-là, on peut en parallèle plus facilement changer ses habitudes, essayer de lutter un petit peu, de mettre en place des changements dans sa vie quotidienne. Donc ça peut être essayer de plus boire de café ou rester à l'intérieur quand on fait les pauses au travail. Par exemple, aller tout de suite se laver les dents, boire un verre d'eau après le café pour couper l'envie de fumer. Voilà, il y a pas mal de petites habitudes qui doivent être changées. Les gens qui téléphonent en fumant, par exemple, voilà, essayer de trouver d'autres choses, prendre un chewing-gum, une pastille de nicotine. C'est plein d'habitudes qu'il faut effectivement essayer de modifier. C'est un changement de vie, donc casser ses habitudes, c'est la meilleure façon de briser, de lutter contre l'automatisme, c'est ça? Oui, de gérer cet aspect comportemental. Alors, c'est pas facile de changer ses habitudes, surtout quand elles sont ancrées depuis longtemps. Mais petit à petit, en commençant peut-être par des habitudes qui sont peut-être moins difficiles à changer que d'autres, voilà, les automatismes. Ça peut être aussi essayer de trouver, d'anticiper, en fait, réfléchir à des solutions si l'envie se présente en lien avec des habitudes. Qu'est-ce que je peux faire à la place de la cigarette? Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est important d'aller voir des professionnels de santé qui peuvent vous aider à réfléchir à toutes ces situations. Alors une autre question, cela fait 3 fois que j'essaye d'arrêter et que j'échoue, avez-vous des conseils? C'est compliqué de faire une parce qu'on ne connaît pas forcément la situation précise de la personne, mais après, tout dépend quelle aide elle a déjà eu, si elle en a déjà eu, parce qu'il y a des gens qui qui essayent d'arrêter de fumer, et pour qui c'est difficile parce qu'ils n'ont pas d'aide aussi, donc demander de l'aide. Après, on a parlé des substituts nicotiniques, mais il y a des traitements aussi dans la dépendance au tabac qui sont plutôt efficaces et qui peuvent fonctionner. C'est un peu du cas par cas, ça reste quand même des traitements donc prescrits par un médecin. Par exemple, la varénicline, qui est quand même un traitement assez efficace, même si en ce moment il y a des rappels de l'eau par les laboratoires et c'est plus compliqué de la prescrire. Il reste quand même d'autres alternatives intéressantes en tout cas. Et il y a des traitements médicamenteux qui aident à l'arrêt du tabac, mais les effets secondaires sont aussi très présents et peuvent dissuader les fumeurs à abandonner ces traitements. C'est toujours un peu le cas où les effets secondaires depuis ont été un peu mieux gérés. C'est principalement la varénicline dont on parle. Alors, je pensais au Champix par exemple, qui avait des effets très... En fait, il y a des effets secondaires, mais qui sont maintenant, on connaît bien et qui sont quand même vraiment limités si on respecte certaines règles quand on prescrit. Donc ça peut être intéressant d'en discuter avec des professionnels de santé qui sont formés justement, qui vont pouvoir évaluer tout ça et expliquer les enjeux. Donc il y a des effets secondaires qui sont assez fréquents, comme les nausées, les troubles du sommeil, qui sont en général plutôt, quand on en parle et quand on explique un petit peu, c'est acceptable. Il y en a d'autres qui sont plus rares et sur lesquels il faut être vigilant, mais on en discute en consultation. Donc voilà, c'est important d'en parler avec des médecins qui sont formés. Et est-ce qu'on peut associer ces dispositifs, ces substituts à des traitements, par exemple pour des maladies chroniques, je pense à des traitements contre le diabète, contre l'hypertension? Est-ce qu'on peut... ils peuvent être associés? Les substituts nicotiniques, ils n'ont absolument pas de contre-indication. Oui, il n'y a pas de contre-indication. Au niveau de la santé, en fait, par rapport à des pathologies quelles qu'elles soient, même on peut les utiliser pendant la grossesse. Donc pour ça, il n'y a pas de crainte particulière. En fait, c'est la nicotine, c'est la même globalement qu'on a dans les cigarettes. Donc voilà, l'objectif, il est vraiment d'éviter de fumer, d'éviter la toxicité de la cigarette. Et les substituts ne sont pas toxiques en ce sens. Et après, vis-à-vis des autres traitements, il y a certaines précautions à prendre. Il y a des contre-indications qui sont peu nombreuses, mais qu'il faut évaluer en consultation. Alors, on a une autre question.
qui fait un peu peur à tous les fumeurs, c'est comment lutter contre la prise de poids lorsque l'on arrête. Alors c'est une bonne question, c'est vrai que ça revient souvent dans les Ça revient consultations. souvent, oui. Alors la nicotine, ça a plusieurs effets sur l'organisme. Alors, déjà, c'est un coupe-faim. Et ça accélère le métabolisme des aliments. Donc quand on arrête de fumer, on a à la fois le fait qu'on retrouve un peu le goût, l'odorat assez rapidement. Donc voilà, les gens peuvent avoir plus envie de manger. Et il y a souvent une augmentation de l'appétit. Ça fait partie aussi des signes de sevrage, avec des envies de sucré notamment. Voilà. Et puis il peut y avoir cette levée un peu de l'effet coupe-faim, donc effectivement ça peut contribuer à une prise de poids. Après, cette prise de poids, dans 50% des cas, elle est quand même assez limitée, elle est estimée à moins de 5 kg, donc tous les fumeurs ne prennent pas 30 kg quand ils arrêtent de fumer. Et puis après, avec les substituts nicotiniques, vu qu'on gère le syndrome de manque, la prise de poids est aussi limitée. En faisant, quand c'est possible, un peu plus d'activité physique et en faisant attention à ce qu'on mange, c'est vrai que voilà, on limite beaucoup la prise de poids. Alors justement, quand on est en sevrage et qu'on n'a pas totalement arrêté la cigarette, on peut quand même faire du sport, ça n'a pas d'impact sur l'activité bien sûr, physique. Au contraire, c'est toujours bénéfique. Après, sous réserve des problèmes de santé, mais la cigarette en soi, c'est pas une contre-indication à l'activité physique. Donc au contraire, ça permet de gérer un petit peu la prise de poids, de gérer le stress aussi, de limiter un peu la pression, quoi. Donc ça peut être que bénéfique. Et est-ce qu'il y a des consultations de nutrition diététique à coller à celles sur l'addiction et la tabacologie? Alors, à l'unité de tabacologie, donc au CHU, on a une diététicienne qui consulte voilà, sur demande suite aux consultations médicales. Et sur le XAPA, il y a une diététicienne également du coup, qui peut recevoir les personnes en consultation. Et qui peut donc guider donner des fumeurs, conseils un peu plus personnalisés, quoi. À limiter la prise de poids. Et on parle tabac, il y a aussi le cannabis. Est-ce que ce sont deux addictions complètement différentes ou est-ce qu'elles se retrouvent à un moment donné dans leurs effets? Alors, oui et non. C'est deux produits différents. Dans le tabac, ça va être effectivement la nicotine qui est le principe actif et qui entraîne la dépendance. Dans le cannabis, c'est le THC, en fait, tétrahydrocannabinol, qui est issu du chanvre. Donc, toutes les substances psychoactives, elles activent certaines voies de récompense, voies neuronales en tout cas, qui sont identiques. Le circuit de la récompense, on en parlait tout à l'heure. Mais elles ont aussi, les deux substances, leurs propres récepteurs. Récepteurs nicotiniques pour le tabac et les récepteurs cannabinoïdes pour le cannabis. C'est vrai que le tabac, c'est une des substances psychoactives les plus addictogènes, plus que le cannabis. Souvent, les fumeurs de cannabis mettent aussi du tabac, du coup, alors soit dans les joints quand ils consomment des joints, soit ils fument des joints plus des cigarettes à côté. Donc voilà, il y a en tout cas un risque plus important pour la santé d'associer le cannabis et le tabac, quand on le fume en tout cas. Et une absorption de nicotine qui est aussi plus élevée dans les joints quand il y a une association de tabac et de cannabis. Donc c'est plus nocif et à la fois on inhale plus de nicotine. Après, le sevrage en tabac, en cannabis, alors il y a des points communs évidemment. Pour le cannabis, il y a aussi souvent les sueurs nocturnes qui peuvent être importantes et plutôt une perte d'appétit, alors qu'on a une augmentation d'appétit quand on arrête le tabac. Par contre, le sevrage cannabis peut aussi se gérer avec les substituts nicotiniques parce que souvent les gens arrêtent le tabac en même temps. Après, il y a des traitements un peu plus spécifiques pour le sevrage cannabis. Oui, c'est pas tout à fait la même prise en charge, ce ne sont pas les mêmes molécules qui impactent le cerveau en fait. Non, c'est des molécules différentes. Après, voilà, dans le traitement, une personne qui veut arrêter le tabac et le cannabis
Souvent, on lui propose des substituts nicotiniques, mais voilà, il peut y avoir aussi d'autres traitements pour gérer plus spécifiquement le sevrage cannabique, quoi. Alors une autre question vient d'arriver. La cigarette électronique est-elle vraiment efficace? La vapeur est-elle toxique et augmente-t-elle la toux? Il y a beaucoup de questions. C'est bien. Alors en fait dans la vapoteuse, enfin la cigarette électronique, il n'y a pas de fumée parce qu'il n'y a pas de combustion en fait. C'est pas du tabac qui se brûle, donc c'est de la vapeur. Donc on sait que la cigarette électronique c'est beaucoup moins nocif que le tabac, que la cigarette, à peu près 95% de moins quand même de risque que le tabac. Après, alors la deuxième question, parce que je crois qu'il y avait 2 questions. La vapeur est-elle toxique? Donc beaucoup moins. Ce qu'on sait c'est quand même un produit qui est quand même assez récent par rapport au tabac, donc on a quand même beaucoup moins de recul. Mais le recul qu'on a, c'est effectivement que c'est beaucoup moins toxique que le tabac. Même les produits qu'on met dedans, c'est des produits même chimiques. Oui, alors c'est pas dangereux à long ouais, terme. c'est du propylène glycol et du glycérol qu'il y a dedans. C'est des produits qui sont utilisés dans l'alimentation. Oui. Donc voilà, par voie inhalée, qui ont quand même assez peu d'impact sur la santé. Enfin, c'est vraiment un risque qui est très très faible par rapport au tabac. Après, est-ce que ça augmente la toux? Alors, il y a des produits sans nicotine et des produits avec nicotine. Donc, la nicotine peut avoir un effet irritant. Et puis en fonction des dosages aussi par rapport aux produits qu'il y a dedans, propylène glycol et glycérol, on va avoir des liquides qui vont provoquer plus de fumée ou enfin de vapeur et d'autres qui vont provoquer plus cet effet un petit peu irritant que parfois les gens recherchent aussi. D'accord, ok. Je sais pas si tu veux compléter. Rien à dire. Une dernière question. Pourquoi a-t-on envie d'y retourner tout en sachant que ça nous fait du mal? C'est quand même assez fort. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment dans l'addiction, il y a une perte du contrôle, hein. Il y a une dysfonction qui se fait au niveau cérébral et le contrôle inhibiteur, il est dérégulé. Donc, ce qui explique que parfois on fume même sans avoir envie, mais par compulsion. Voilà, c'est le mécanisme même de l'addiction, d'avoir ces comportements effectivement. Et cette perte de contrôle de consommation, quand on sait que c'est nocif, hein, même en sachant que c'est nocif, la personne, elle n'est pas décisionnaire, elle a des envies parfois qui sont très importantes et irrépressibles et qui entraînent du coup la consommation de la substance en question. Et une prise en charge psychologique aussi peut aider le fumeur à se sevrer. C'est quelque chose qui peut être mis en place en parallèle, ouais. Oui, bien sûr. Alors après, dans le sevrage tabagique, on a parfois des symptômes d'humeur dépressive ou d'anxiété qui sont vraiment spécifiques au syndrome de sevrage et qui normalement régressent spontanément. Après, effectivement, il y a aussi des personnes pour qui c'est plus compliqué et qui ont besoin d'un soutien psychologique. Donc oui, ça peut être complémentaire effectivement de vraiment l'aide spécifique pour arrêter de fumer. Alors d'un côté, d'un point de vue pratique, toutes les coordonnées, donc que ce soit au niveau du CHU et du centre Henri Laborie, où est-ce qu'on peut les trouver, toutes ces coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous et commencer un sevrage? Alors, par rapport au centre hospitalier Henri Laborie, donc il y a sur Internet, on peut trouver les coordonnées du XAPA. Pour l'équipe de liaison d'addictologie, je pense qu'on doit les trouver aussi sur Internet, mais on intervient plus à la demande des équipes soignantes des hôpitaux. Voilà, après... Et pour le CHU de Poitiers, les coordonnées sont sur le site Internet du CHU. Oui, au niveau de l'annuaire des consultations de tabacologie, je pense qu'elles doivent être facilement trouvables, j'espère en tout cas. Oui. Il existe aussi des applications sur téléphone pour, on va dire, motiver l'arrêt et le suivi. Est-ce que c'est utile?
Vous en pensez quoi de ces petites applications Alors ça peut aider, moi je donne parfois des coordonnées d'applications comme ça, parce que ça peut aider dans le quotidien en fait, à envoyer des petits messages de soutien, des petites astuces pour gérer les envies de fumer ou pour gérer le stress. Donc ça peut être tout à fait un outil au quotidien, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible pour aider les gens lorsqu'ils ont des envies de fumer. Donc les applications, elles sont plutôt bien faites. C'est fait par des professionnels de santé. Donc ça a été, ça peut être vraiment une aide complémentaire, quoi. Ouais. Alors une autre question vient d'arriver. Une pseudarthrose peut-elle être liée au tabac? Je sais pas. Je n'ai pas les compétences pour répondre à cette question. D'accord. Moi non plus. Encore moins, je pense. Alors une pseudarthrose, qu'est-ce que c'est? Alors, à ma connaissance, je pense pas que les maladies articulaires de type arthrose, enfin dégénératives, puissent être favorisées par le tabac. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Et cette personne, elle peut trouver une réponse peut-être plutôt auprès d'un rhumatologue ou d'un médecin consulter un rhumatologue. Pseudarthrose. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour des questions pour ce live. Merci à toutes les deux, Dr Gilbert, Dr Janssen, d'avoir participé à ce live dans le cadre du mois sans tabac. Donc le mois sans tabac, c'est du 1er au 30 novembre, mais l'arrêt du tabac, c'est toute l'année, évidemment. Il y a des équipes mobiles qui parcourent la Milletterie et les autres sites de l'hôpital pendant tout ce mois. Il y aura des conférences et des animations également, donc on pourra les retrouver sur l'agenda du site du CHU de Poitiers et du centre hospitalier Henri Laborie. Nous, on se retrouve en décembre pour un prochain Parlons en live sur la sexualité et les contraceptions. Voilà, bonne soirée à toutes les deux et merci. Merci.